Bonjour à tous, merci pour votre intérêt sur les droits d'auteur et les big data. C'est pas forcément deux choses qui vont ensemble immédiatement, mais je vais vous montrer qu'en fait il y a beaucoup de liens. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter un peu la SACEM parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc tout d'abord, la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc c'est une société civile à but non lucratif qui regroupe donc les auteurs, compositeurs et éditeurs. Elle s'occupe donc de la musique et défend les créateurs qui sont en fait au centre de toute l'économie musicale. Autour des créateurs, on va retrouver les producteurs de musique enregistrée ou les producteurs de spectacles, tous les distributeurs, les grandes surfaces, les distributeurs spécialisés, les fabricants d'instruments de musique, les diffuseurs, l'enseignement, la formation et les interprètes. Tout ça, ça fait à peu près donc 8,8 milliards d'euros de valeur en France, donc c'est une économie importante et plus de 240 000 emplois. À titre de comparaison, la défense et le luxe, c'est autour de 170 000. Alors, qui paye les droits d'auteur? En fait, c'est toutes les personnes qui utilisent la musique, donc qui doivent payer les droits d'auteur, que ce soit sur un support ou que ce soit une diffusion publique. Donc, on retrouve évidemment les producteurs de disques, donc ceux qui construisent qui font les disques, les discothèques, les salles de cinéma, les radios, les télés, et évidemment tous les services Internet. Il y a quelques exceptions qui existent, notamment pour la fête de la musique ou dans le cadre d'un événement dans le cercle familial, dans lequel il n'y a pas besoin de payer les droits d'auteur. Les métiers de la SACEM. Alors en fait, il y a 3 grands blocs. Le premier, évidemment, c'est d'accueillir les créateurs et les éditeurs, de documenter les œuvres. Donc l'accueillir, on a à peu près 153 000 membres. Ça fait à peu près 4 000 nouveaux membres par an. Et on récupère donc environ 500 nouvelles œuvres par jour. Donc c'est quelque chose de très créatif, de très... qui crée beaucoup de valeur. À côté donc de cet accueil, il y a de la mise en place de la documentation. Donc chaque œuvre va être documentée en fonction de l'auteur, du compositeur et de l'éditeur. On doit donc collecter les droits d'auteur pour les membres et aussi en tant que prestataire de services. Donc il y a des éditeurs qui nous donnent mandat pour aller collecter leurs droits à travers le monde. Et enfin, l'idée c'est évidemment d'après de récupérer cet argent et de le rendre aux créateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la partie répartition. On a également aussi une action d'action culturelle, une partie action culturelle qui subventionne certains festivals, et qui aide aussi les répertoires un peu moins populaires comme le jazz, etc. Et enfin, il y a un point d'action sociale, parce que donc, les créateurs qui sont au centre de cet écosystème, en fait, sont aussi les plus fragiles, parce qu'ils ne bénéficient, s'ils ne sont pas interprètes, ils ne bénéficient pas du régime d'intermittent du spectacle. Donc on a créé une aide là-dessus, ils sont solidaires là-dessus. L'intérêt, le modèle de la société de droit d'auteur, donc comme la SACEM, c'est la coopérative en fait. Donc tous les auteurs et compositeurs et éditeurs se mettent ensemble pour utiliser le mode de la coopérative, notamment donc avec un fort pouvoir de négociation économique envers les différents diffuseurs à travers le monde, mettre en commun des moyens économiques d'échelle. Donc ça simplifie aussi les négociations. C'est une sécurité juridique et sociale parce qu'on assure justement la véracité de l'information. Et puis ça nous permet d'avoir donc des outils importants pour pouvoir aller collecter les droits, notamment sur le net. Enfin, donc ça permet de mettre en place un réseau national et mondial, parce qu'évidemment, s'il y a à peu près 500 000 clients à la SACEM, si chaque auteur devait aller contractualiser avec tous ses clients, ça serait un peu compliqué. Donc on a un réseau national et également un réseau international, c'est-à-dire que toutes les sociétés d'auteurs dans le monde se sont mises d'accord, ont des accords de réciprocité pour représenter les différents membres en France et à l'étranger. Donc en fait, le gros challenge là pour les droits d'auteur et la SACEM, en fait, c'est que
Donc au début, on s'occupait uniquement de la France, on avait ces accords de réciprocité, on représentait le répertoire mondial, donc 90 millions d'œuvres mondiales sur la France, et on redistribuait en fait pour les auteurs étrangers l'argent à ces auteurs. Il y a encore 5 ans, on a eu des contrats européens. Et maintenant, donc, on est un acteur mondial. On représente donc le répertoire de la SACEM partout dans le monde. Donc c'est une véritable opportunité pour nous. Par contre, la difficulté, c'est que du coup, les répertoires, donc vous voyez peut-être pas très bien, se retrouvent fragmentés. C'est-à-dire qu'on va représenter les auteurs de la SACEM partout dans le monde, et uniquement eux. Contrairement au modèle précédent où sur la France, on représentait le répertoire mondial uniquement sur la France. Donc du coup, les sociétés rentrent un peu en concurrence. Donc ça, vous avez d'autres sociétés, l'Allemagne, les Anglais, qui donc se battent pour récupérer des répertoires. L'arrivée d'Internet, en fait, ça a été un gros bouleversement pour nous au niveau de la gestion des données, quoi. En gros, on a commencé à faire une exponentielle sur cette gestion. On prévoit que ça va faire x100 dans les prochaines années. Et en gros, ce qu'on gère, c'est 3 milliards de données d'usage, 303 milliards d'actes de téléchargement. C'est-à-dire qu'on est au courant à chaque fois qu'un stream est fait dans un pays, que ce stream a eu lieu. Ce qui représente après 250 millions d'œuvres de lignes de répartition, c'est-à-dire chaque œuvre pour chaque auteur, et plus de 1,7 million d'œuvres nouvelles chaque année. Donc ça fait beaucoup de données. En plus de ça, en fait, les usages évoluent. C'est-à-dire qu'avant, quand on était sur un disque, c'était un enregistrement, un master. Il était très facilement identifiable. Il avait un code international. Et maintenant, en fait, il y a des réutilisations qu'on trouve essentiellement sur YouTube de ces œuvres, notamment avec les covers, les mashups, les playlists, les lives, l'audiovisuel, l'humour. On perd le titre, on perd toutes les métadonnées en fait qui étaient initialement associées au master. Donc ça, pour illustrer en fait comment on fonctionne. Donc les deux grandes étapes, c'est de collecter et répartir. Actuellement, en fait, on reçoit mensuellement des rapports de vente des différents DSP, donc les Digital Service Providers, qui nous donnent donc tous les streams, tous les téléchargements qui ont eu lieu. On fait une identification automatique et éventuellement manuelle quand on sait qu'il y a de la valeur et que ça vaut le coup d'aller identifier. Et après, donc, on peut claimer, facturer et demander le paiement, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement comme je vous disais, ce qu'on représente pour aller facturer. Et enfin, on peut répartir à nos sociétaires. Face à l'augmentation significative des données, on s'est donc doté d'outils Big Data. D'une part, donc avec BIMAT, ça c'est un partenaire qui nous aide, mais on retrouve les technologies classiques du Big Data, Elasticsearch, Cassandra, Spark, Hadoop, qui en fait nous permettent d'avoir une vision complète de ce process et de pouvoir gérer la taille des données qu'on a à traiter. Donc en fait, du coup, grâce à cet outil, on a une véritable opportunité d'utiliser nos métadonnées qu'on utilise habituellement. Donc on a des métadonnées descriptives, le titre, le tiers. Ça, c'est des identifiants internationaux. Juste pour la note, il y a l'ISRC, c'est le record, ça veut dire c'est l'enregistrement. Et l'ISWC, c'est le work, c'est l'œuvre en tant que telle. Par exemple, My Way, il existe 50 000 enregistrements de My Way, mais qu'une seule œuvre au final. Bon, après, je vous passe les autres. Et après, donc, les métadonnées d'usage, donc le nombre d'écoutes, de téléchargements, le lieu, le chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des données qu'on collecte pour pouvoir faire nos deux métiers de base de collecter et répartir. Et on pense en fait qu'il y a de la valeur derrière ça. Et notamment aussi, comme je vous disais, face aux nouveaux usages, il va falloir qu'on aille aller chercher d'autres métadonnées qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Donc des métadonnées qui sont plus liées au contenu. C'est-à-dire, là, pour le coup, on n'a plus besoin d'identifiants internationaux. C'est le contenu lui-même qui va porter sa reconnaissance. Donc ça, c'est ce que peut proposer des technologies comme le fingerprint, l'analyse des paroles, le tempo, la tonalité, les images, mais aussi des métadonnées sociales. Les likes, les commentaires, les recherches. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir
nous aider à mieux identifier et aussi montrer l'usage de la musique sur le net. Donc en fait, on retrouve là notre petite chaîne de début. Et notre ambition, là, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc au lieu d'attendre qu'on nous donne des rapports mensuels, l'idée c'est plus d'aller vers le tracking, d'aller contrôler un peu les rapports qu'on nous fait, de suivre tout ça, donc pour avoir plus de visibilité, pour être sûr qu'on nous déclare bien, que justement ces œuvres nouvelles, on puisse les identifier. Grâce à quelque chose de plus intelligent. Donc là, c'est tout l'intérêt qu'on a derrière le big data. Donc j'ai remis le fingerprint, mais il y a aussi tout le machine learning. Parce qu'évidemment, si par exemple une œuvre, vous avez juste un titre que n'importe quel usager m'a mis sous la douche, on ne sait pas derrière quelle est l'œuvre qui est utilisée. Donc on pourra se baser pour ça sur les commentaires qui sont derrière ces vidéos. On pourra aller faire du fingerprint et puis on pourra éventuellement même aller sur le crowd. L'idée aussi derrière le machine learning, c'est de capitaliser sur les personnes qui font l'identification manuelle, c'est-à-dire qu'on va être capable de reconnaître pourquoi ils ont fait cette identification et pouvoir la répliquer de manière automatique la prochaine fois. Et enfin, donc, derrière tout ça, on va, en plus des données qu'on a déjà et qui ont beaucoup de valeur, on va en avoir encore plus. Et l'idée, c'est d'aller chercher donc, des nouveaux services pour nos membres et éventuellement pour les non-membres, pour tout l'écosystème musical, à partir de ces données, pour aller donc plus faire du prédictif ou des choses comme ça. Donc d'où l'intérêt là, des data scientists. Enfin, donc on est à la recherche active de data scientists pour nous aider sur tous ces projets, puisque vu toute la masse de données qu'on a, on a besoin d'aide pour valoriser ça, parce que c'est pas notre cœur de métier. Le premier, c'est pour tout ce qui nous aidait à mettre en place le socle technique évolutif, c'est-à-dire pouvoir tester ces nouvelles technologies à mettre en place face à l'augmentation des données, pour pouvoir intégrer de nouvelles bases de données professionnelles, non professionnelles, en provenance des DSP ou des réseaux sociaux, intégrer donc de nouvelles technologies, donc c'est toutes les briques dont je vous ai parlé. Et puis intégrer aussi tout type d'acteurs pour mutualiser les coûts. Donc notre idée aussi, on a commencé à mettre ça en place, à se coordonner avec d'autres sociétés sœurs européennes pour mutualiser cette infrastructure. Le tracking, donc c'est ce que je vous disais. Déjà, la première idée, c'est d'aller enrichir et obtenir les déclarations afin de faciliter l'identification. Donc c'est quand quelque chose est mal déclaré, c'est aller rechercher sur les réseaux sociaux peut-être le titre, peut-être l'auteur. Et du coup, tout ça, ça va nous aider à mieux identifier. Ça va aussi nous aider à suivre les usages pour engager la négociation avec les nouvelles plateformes, type Facebook. En fait, on a fait des études qui montrent que 60% des échanges sur Facebook, c'est lié au contenu culturel. Donc Facebook fait de la publicité et fait de l'argent là-dessus, sans rémunérer les auteurs. Donc c'est vrai aussi bien pour la musique que pour la presse, que pour plein d'autres choses, toutes les industries culturelles. Et enfin, nous aider à plus de transparence, parce qu'évidemment, derrière ça, l'idée, c'est pour nos membres de leur offrir un meilleur service avec une vision en continu de leurs droits, accélérer le rythme des répartitions, parce que pour l'instant, on est à un niveau trimestriel. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller là-dedans. Sur l'identification intelligente, on retrouve le machine learning. Pour mettre en place donc ces nouvelles règles d'identification, parce que justement elles vont être de plus en plus complexes. Ça va plus se baser juste sur le titre et le tiers. Il va falloir mettre des algorithmes pour essayer de nettoyer ces informations, pour aller enrichir d'autres informations qu'on n'a pas immédiatement, et capitaliser là-dessus. Le fingerprint, donc lui justement, ça serait l'idéal, ça c'est un peu notre Graal, c'est d'être capable d'identifier l'œuvre à partir de l'enregistrement musical, c'est-à-dire que vous passez n'importe quel enregistrement de My Way ou même quelqu'un qui chante sous la douche, et on est capable de dire c'est My Way et pas une autre œuvre. Parce qu'actuellement les Shazam, en fait, ils vont reconnaître l'enregistrement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de reconnaître l'œuvre en tant que telle. Et enfin, donc, le crowd, ça, c'est s'appuyer sur la communauté pour éventuellement nous aider
mieux identifier. Donc les nouveaux services aussi, là, ça c'est des réflexions qu'on est en train de mener. Donc évidemment, il y a tout ce qui est descriptif en temps réel pour répondre à des questions assez concrètes comme est-ce que mon œuvre progresse et comment? Est-ce que je pourrais déjà être répartir de ce que j'ai déjà généré? C'est-à-dire que si on est capable de suivre au jour le jour les streams, eh ben, on va pouvoir dire bon ben là, si tu as besoin de l'argent, on peut te répartir. Est-ce que mon marketing a porté ses fruits? Donc ça c'est plus côté producteur. Des choses plus prédictives. Mon œuvre est-elle le tube de demain? Là, nous, on a un historique de dizaines d'années en fait sur comment les œuvres ont évolué dans le temps. Donc derrière, il y a forcément de la valorisation à trouver et trouver des modes de prédiction là-dessus. Enfin, est-ce que je pourrais avoir des avances sur le tube que je viens de créer? Ça, c'est exactement c'est la même idée en fait. C'est grâce à la prédiction de dire bon ben là on est quasiment sûr à 90% que dans 3 mois t'auras généré ça, donc on va pouvoir te faire une avance. Et enfin des choses un peu plus innovantes comme prescriptif, où dois-je faire mon prochain concert? Ça on va pouvoir faire la corrélation en fait multicanal entre les différents canaux de distribution. Et puis pour nous, quelle documentation mettre à jour en priorité? Évidemment, c'est de pouvoir identifier ça le plus tôt possible pour quand les auteurs n'ont pas déclaré justement les parts qu'ils représentent, le mettre tout de suite en place, parce que sur Internet, si on n'a pas la documentation, on ne peut pas collecter. Donc voilà, donc la solution évidemment, c'est de... Nous on n'a pas la capacité totale à faire ça, donc on se positionne et de mettre tout ça en fait en cohérence toutes ces différentes technologies pour créer vraiment de la valeur autour de la SACEM, de la musique en général, et puis même des industries culturelles. Voilà. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation très intéressante. J'imagine qu'il y aura quelques questions. Oui. Comment vous faites pour récupérer les infos sur Internet, sur Facebook, ça c'est justement des choses qu'on doit un peu creuser. Donc on sait qu'il y a des pages qui sont ouvertes, donc là pour le coup ça pourrait être une façon d'aller chercher l'information. Tu veux répondre? Bonjour, moi je suis Juliette Delfaux, je suis en charge des études de la prospective économique à la SACEM. Et donc là justement sur Facebook, il n'y a pas très longtemps, dans le courant de l'année, on a mené une étude tout à fait traditionnelle avec un institut d'études pour justement mesurer les usages qui étaient faits à partir de Facebook sur les contenus culturels. Alors, comme vous le savez, Facebook c'est un environnement fermé avec login mot de passe. Donc là on a en fait interrogé les gens et on leur a demandé de renseigner tous les jours ou au moins une fois par jour tout ce qu'ils faisaient sur Facebook et le nombre de fois où ils avaient ouvert un contenu pour le lire, laissé un commentaire, cliqué sur le bouton j'aime ou à leur tour publier ou partager du contenu. Et c'est là qu'on a pu constater que les contenus culturels au sens large du terme généraient en fait près de 50%, plus de 40% des actions, de toutes les actions qui sont enregistrées sur Facebook sur une semaine donnée par un utilisateur. Et donc en fait, si vous voyez dans vos fils d'actualité, vous vous rendez bien compte que la presse ça s'échange, un morceau de musique sur SoundCloud ou sur YouTube ça s'échange, etc., etc. pour tous les contenus culturels. Et donc là, ils sont au centre, ces contenus culturels sont au centre des interactions, sont au centre des usages. Donc à partir donc ça c'est le constat qu'on a aujourd'hui pu faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est de pouvoir au-delà d'une étude comme ça qui dresse ce constat-là, de pouvoir développer des outils nous permettant derrière d'aller capter automatiquement ces usages et puis demain essayer de les valoriser auprès de Facebook, mais ça c'est encore une autre histoire. Bon merci beaucoup Xavier. Merci.